Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc Monsieur Lead, comme le nom l'indique, on est une agence spécialisée dans la prospection. Donc on fait du cold call, la prospection téléphonique en externe pour des boîtes en B2B. La prospection est réalisée 100% en France par des commerciaux seniors qui ont entre 15 à 20 ans d'expérience en prospection commerciale et donc qui vont prendre des rendez-vous qualifiés pour d'autres entreprises. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous partager 16 techniques pour faire des bons appels de prospection. Vraiment, ça vient du terrain, ça vient de la pratique. Moi-même, je pense sur l'année dernière, j'ai dû effectuer un truc comme 15 ou 16 000 appels de prospection. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'appels de prospection qui sont réalisés dans la boîte. Donc j'écoute plein de choses, plein de marchés différents, avec des profils différents, avec des clients différents, avec des personas différents, avec des produits différents. Donc je vais essayer de partir de cette base-là pour vous partager 16 techniques concrètes que vous pouvez implémenter là dès la fin de la vidéo. Donc si vous prévoyez de faire une session d'appel, prenez ne serait-ce qu'une seule technique et vous l'implémentez sur la session que vous avez prévu de faire. Et directement, vous allez voir, ça va vous permettre de prendre soit plus de rendez-vous ou des rendez-vous plus qualifiés qui vont vous générer plus de clients et plus de chiffre d'affaires. Et avant de commencer, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection parce que vous n'aimez pas faire ça, vos équipes non plus, sachez que en fait, vous pouvez regarder dans la description, il y aura un lien pour prendre rendez-vous avec nous. Donc comme je l'ai dit en introduction, on est une équipe 100% basée en France avec des commerciaux seniors, il n'y a pas de junior qui fait des appels de prospection chez nous. Et en fait, on va appeler en votre nom, donc en se présentant comme étant des consultants, des commerciaux de votre entreprise pour aller vous prendre des rendez-vous. Comme ça, vos commerciaux en interne, ils peuvent se concentrer sur le closing, sur le suivi des opportunités. Et vous-même, en tant que fondateur, vous pouvez vous concentrer sur votre boîte, sur la gestion des clients existants, sur la réponse à des appels d'offres, en fait, sur ce que vous faites déjà. Mais en même temps, vous bénéficiez quand même d'un flux continu de nouvelles opportunités. Donc si ça vous intéresse, cliquez dans la description, prenez rendez-vous avec nous. Ce sera avec un grand plaisir qu'on va vous montrer comment on peut vous générer plus de clients grâce à la prospection. Alors, la première technique, elle va sembler évidente, mais c'est cibler les bonnes personnes. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, dans la majorité des cas, ça ne se fait pas très bien. En fait, tout le monde comprend qu'en fait, pour que la prospection puisse marcher, ils doivent cibler, ils doivent faire des listes avec les bonnes personnes. Mais dans la réalité, pour la majorité des boîtes, on va être assez loin de ce résultat. Prendre un exemple, donc vous êtes une agence marketing communication, donc souvent les interlocuteurs préférentiels pour vous, ça sera les responsables communication, les directions communication. En fait, quand vous faites des listes de prospection, vous devez avoir 100% que des responsables et que des directeurs marketing communication. Il ne faut pas que vous ayez des extras, il ne faut pas que vous ayez des chargés de com, il ne faut pas que vous ayez des directeurs commerciaux. En fait, quand vous allez rentrer sur un outil de création de liste de prospection, vous allez mettre par exemple intitulé de poste, voilà, responsable direction communication. Et pour des raisons qui m'échappent, l'outil va avoir tendance parfois à vous mettre des intitulés de poste qui ne collent pas exactement avec ce que vous souhaitez. Et en fait, sur une liste, allez par exemple, vous avez sorti une liste de 100 personnes. En fait, peut-être que dans cette liste de 100 personnes, il y a 46 déchets, 46 prospects qui ne sont pas exactement sur les bons intitulés de poste ou qui ne sont pas dans la bonne taille de boîte ou qui ne sont pas dans le bon secteur d'activité. Et en fait, il faut que vous fassiez ce filtre à la main ou avec un outil Excel ou avec une IA avant de lancer les appels parce que sinon, vous allez perdre des résultats. Et prenez un moment, allez regarder l'historique de vos derniers appels de prospection. Regardez si vraiment vous avez eu 95 à 100% de très bons contacts ou si en fait vous avez 60-70% de bons contacts et 20% c'est pas très ça et 10% on est clairement sur du mauvais. Sauf que le problème, la prospection, ça pardonne pas. On ne pardonne pas l'approximation. Si vous appelez une chargée de communication au lieu d'appeler la direction ou la responsable communication, en fait, même si vous avez à prendre un rendez-vous avec cette personne, elle aura peut-être pas le pouvoir de décision pour faire passer une nouvelle agence, pour faire passer un nouveau dispositif. Et donc, ça va impacter votre retour sur investissement. Le deuxième conseil, je l'ai un peu donné dans le premier, mais c'est de vérifier les contacts avant de passer les appels. Allez sur Excel, commencez d'abord par vérifier les intitulés de poste. Donc moi j'aime bien faire des prospections qui sont hyper ciblées sur des intitulés de poste donnés. Par exemple, j'ai lancé une campagne où sur une semaine ou sur un mois, on va par exemple se concentrer que sur des fondateurs, des fondateurs de SaaS pour lancer des appels de prospection. Et en fait, à partir de là, vous pouvez aller sur un fichier Excel ou un Google Sheet, mettre en place un filtre et sur la colonne où vous avez les intitulés de poste, vous allez en fait sélectionner que fondateur ou co-founder et en fait ça va vous permettre comme ça d'identifier les personnes qui ne sont pas avec les bons intitulés et de pouvoir les sortir avant même de lancer les appels de prospection. Vous pouvez faire la même chose avec la taille de boîte. Pourquoi la taille de boîte c'est important? Parce qu'une boîte avec 2 collaborateurs n'a pas le même budget qu'une boîte qui a entre 20, 30, 50, 1000, 2000 collaborateurs. Donc c'est important de voir en fonction des clients qui marchent bien avec vous.
Et déjà, si vous faites ces 2 points, intitulé de poste et taille d'entreprise, et vous vérifiez ça avant de lancer les appels, vous allez avoir une liste de prospection beaucoup plus qualitative et des personnes qui matchent vraiment avec ce que vous proposez. Le troisième conseil, c'est de définir des critères de qualification clairs et de les mettre à l'écrit. Je pense que c'était hier, j'étais en visio sur un appel commercial avec un dirigeant et il me disait qu'en fait il avait tenté la prospection il y a quelques années. Et souvent ce qui revient quand les personnes ont déjà fait de la prospection, c'est qu'ils ont eu un peu à boire et à manger dans les rendez-vous. Parfois les rendez-vous sont qualifiés, parfois les rendez-vous ne sont pas très qualifiés. Et en fait pour éviter ça, il faut commencer par poser des critères clairs sur qu'est-ce qui fait que le rendez-vous il est qualifié pour vous. Est-ce que c'est un intitulé de poste donné? Est-ce que c'est un niveau de décision? Est-ce que c'est une information clé que vous avez obtenue? Par exemple, on a un client dans le secteur de l'énergie pour qui on prospecte des boîtes en B2B qui auraient un intérêt à déléguer la gestion de leur facturation, par exemple. En fait, dans ce cas de figure, il faut que l'entreprise ait minimum 800 € de consommation de facture d'énergie par mois. En fait, pendant les appels, on va poser la question et si la personne elle a moins de 800 € de consommation de facture, en fait, ce rendez-vous-là, ça ne sert à rien de le prendre, il ne va pas être qualifié. Donc ça a été défini, on a mis ça à l'écrit sur un email et en fait ça fait que tout le monde a le même niveau d'information sur c'est quoi les critères qui font que le rendez-vous est qualifié et en fait ça vous permet comme ça de n'avoir pratiquement que des rendez-vous qualifiés ou si jamais il y a 1, 2, 3 rendez-vous qui finalement n'étaient pas très qualifiés, en fait on a une base objective pour refuser ces rendez-vous et recadrer les commerciaux sur ce qui est attendu au niveau de la prospection. Le quatrième conseil, c'est de trouver un équilibre entre critères de qualification rigoureux et précis et qui ne soient pas non plus excessivement bas ou trop open. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, parfois, on a des dirigeants de boîte qui vont dire j'ai eu le cas, c'est drôle parce que j'ai eu le cas avec une avocate cette semaine. Typiquement, elle nous a découvert via une vidéo YouTube qu'on a faite sur Sales Navigator. Elle a vu qu'on pouvait faire de la prospection. C'est une avocate qui a une personne qui s'occupe de campagne Google Ads, mais elle souhaitait avoir des rendez-vous plus qualifiés parce que parfois elle avait des personnes qui appelaient et qui pensaient appeler un autre cabinet. Elle voulait cibler spécifiquement, cette fois-ci, des boîtes en B2B d'une certaine taille pour alimenter comme ça son circuit commercial. Maintenant, lors du rendez-vous, on a abordé la question des critères qui font que le rendez-vous est qualifié potentiellement pour son cabinet. Et en fait, pour elle, il y a qualification lorsqu'il y a un besoin qui a été détecté. Elle se dit n'avoir aucun intérêt à rencontrer un dirigeant qui n'aurait pas un besoin juridique clairement identifié. Par exemple, ils ont un problème avec leur contrat ou il y a un contentieux là dans la période possiblement. Et en fait, ce sont ces sujets-là qui font que la personne est là, enfin, en tout cas que l'avocate va accepter de rencontrer le dirigeant. Le problème, c'est que si vous avez des critères comme ça, la prospection, elle ne va pas marcher pour vous. Et en fait, vous allez avoir d'autres concurrents qui vont récupérer des parts de marché parce qu'en fait, ils auront joué le jeu commercial. Un métier commercial, on n'a jamais 100% des personnes qui viennent directement avec un besoin. C'est le cas quand vous vendez du service, quand vous vendez du logiciel, quand vous vendez des produits physiques. Amusez-vous à rentrer dans un magasin et à regarder parmi toutes les personnes qui entrent dans cette boutique sur une matinée ou sur une journée, combien ont acheté à la fin. En fait, les gens, dans la manière dont les gens achètent souvent, ils viennent prendre de l'information, ils s'informent en amont des sujets et lorsque le besoin arrive en aval, c'est à ce moment-là qu'ils vont activer le pouvoir de décision, le pouvoir d'achat. Quand on est en B2B, il y a également parfois des personnes qu'il faut aller chercher et aller éduquer sur un sujet pour les faire rentrer dans un circuit commercial. Et en fait, si vous mettez comme ça un critère, comme quoi en fait, s'il n'y a pas de besoin, en fait, il n'y a pas de rendez-vous qui va être pris, en fait, du coup, vous allez perdre beaucoup d'opportunités. Combien de fois on a signé des personnes, parce que nous, on fait des appels de prospection pour nous, je le dis souvent parce que c'est une fierté. Ce qu'on fait pour vous, en fait, on le fait pour nous, pour booster notre pipeline. Et en fait, combien de fois est-ce qu'on a eu des dirigeants ou des responsables marketing communication, des directeurs commerciaux qui nous ont dit qu'en fait, leur boîte tournait déjà très bien par bande, qu'il n'y avait pas un besoin là tout de suite pour aller faire de la prospection. Ok, pas de problème, on fait quand même le rendez-vous avec eux et en fait à la fin on a pu signer une collaboration avec eux ou 2-3 semaines après, 4 semaines après, ils nous ont recontactés et en fait on a eu un deal et on a lancé des campagnes de prospection pour eux. Donc il ne faut pas se fermer des portes. Par contre, ma seule nuance, c'est que si jamais vous arrivez sur un marché où il y a une situation exceptionnelle, où la demande pour ce que vous faites est excessivement élevée par rapport à l'offre, le nombre d'entreprises qui proposent ce service-là à l'instant T, un exemple tout bête, Covid, vous êtes un des seuls à proposer des masques, en fait la demande elle était comme ça, l'offre elle était comme ça, en fait à ce moment-là, si par exemple on faisait de la prospection pour vous, il aurait été très pertinent de dire en fait si les gars n'ont pas de besoin là tout de suite pour acheter, on ne les prend pas parce qu'en fait il y a une configuration comme ça. Mais la réalité c'est qu'en fait pour la plupart des marchés vous allez plutôt être sur ça. Voire même sur ça quand vous êtes dans un marché concurrentiel, ce qui est le cas souvent quand vous vendez du service et du conseil, il y a plein de personnes qui font plus ou moins la même chose que vous. Donc en fait on sera comme ça ou un petit peu comme ça si vous avez réussi à trouver des points différenciants assez forts. Donc vous n'êtes pas dans une position
ou votre marché vous permet en fait de refuser les personnes si jamais elles n'ont pas un besoin, une envie d'acheter tout de suite. Et ça vraiment, si vous vous enlevez ça, ça va vous permettre d'avoir beaucoup de rendez-vous, d'avoir plus d'opportunités, de signer plus de deals et gagner plus d'argent tout simplement. Le cinquième conseil, c'est de préparer ses appels en amont. Je ne compte plus le nombre de téléprospecteurs qui entrent dans des sessions sans vraiment maîtriser le pitch, qui vont tenter de maîtriser le pitch en même temps qu'ils font le pitch directement sur les clients. Sauf qu'en fait, le travail qu'ils sont en train de faire coûte de l'argent. En fait, ça a coûté de l'argent pour leur faire des appels de prospection. Et en fait, quand ils prennent le téléphone, on n'a pas le droit à l'approximation. Il faut que le pitch soit déjà maîtrisé. Moi, la technique que j'avais, c'est qu'avant de lancer des appels de prospection, je prenais par exemple l'accroche, je répétais l'accroche 10, 20, 30, 40 fois tout seul devant un miroir, dans la salle de bain, qu'importe. Comme ça, au moment où je vais sortir mon accroche, en fait, ça va sonner super fluide. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la 51e fois que je le répète et la personne, elle a juste le fruit, le rendu final de tout un process qui a été exécuté en amont. Pareil pour le pitch, vos commerciaux ne doivent pas entrer dans des appels de prospection sans savoir exactement, sans savoir dire avec fluidité et précision qu'est-ce que vous faites exactement. On n'a pas le droit d'aller faire de l'approximation quand on a une personne qui répond au téléphone, donc c'est important de préparer son pitch, de l'apprendre, de le répéter avant de rentrer dans les appels de prospection. Le sixième conseil, encore une fois, c'est des choses qui semblent évidentes mais qui ne le sont clairement pas, c'est de faire respecter à fond les critères qui font que les rendez-vous sont qualifiés. Donc on a vu au début qu'il fallait mettre en place des critères à l'écrit, les communiquer à toutes les personnes qui vont faire des appels de prospection pour vous. Et par exemple, sur 5 profils, vous allez en avoir 3 qui vont respecter scrupuleusement ces critères-là de qualification. Ce sera souvent les profils les plus rigoureux que vous allez avoir sur vos sessions. Vous allez avoir 2 autres qui ne vont pas exactement respecter ça. Et l'idée, c'est toujours de cadrer et de vous assurer qu'en fait tout le monde respecte les critères de qualification. Pour vous aider, en fait, il faut que vous ayez accès à des enregistrements d'appels. Il faut que tous les appels de prospection soient enregistrés, que ce ne soit pas juste un commentaire à l'écrit que vous recevez à la fin pour vous dire ce qui a été validé avec ce prospect, mais que vous ayez la possibilité d'accéder au recording pour vraiment écouter ce qui a été dit et ainsi vous assurer que les critères ont bien été respectés. Le septième conseil, ça sera de mettre en place un système de sanctions, donc de feedback négatif lorsque le commercial ne respecte pas les critères de qualification. Souvent dans les entreprises, on va avoir des profils qu'on appelle SDR, donc c'est des personnes qui sont chargées de faire des appels de prospection aux business développeurs, aux commerciaux, aux téléprospecteurs, qu'importe. Mais si votre métier c'est d'aller prendre des rendez-vous, votre variable à la fin du mois ou bien la manière dont on va juger le succès de votre action, ça sera sur le nombre de rendez-vous que vous allez réussir à prendre. Maintenant, le nombre de rendez-vous c'est une chose, mais il faut également s'assurer que la qualité soit au rendez-vous. Et par rapport à ça, lorsque le commercial a fait preuve d'une certaine forme de laxisme en calant un rendez-vous où les critères de qualification n'étaient pas exactement les bons, en fait, il faut qu'il y ait un système négatif. Déjà, ce rendez-vous-là, il ne sera pas compté sur les objectifs que la personne doit atteindre. Et ensuite, si la personne se met à répéter les actions, mettre en place soit une sanction, petite, symbolique, qu'importe, et la personne doit comprendre intuitivement que, en fait, si je force et que je prends ce rendez-vous-là, il va y avoir des actions négatives pour moi. Je ne dis pas forcément de virer la personne au bout, parce que il y a eu un rendez-vous qui n'a pas été qualifié. Mais en tout cas, voilà, il faut mettre en place un système de sanctions. C'est comme ça que les gens apprennent sur qu'est-ce qui est bon à faire et qu'est-ce qui est mauvais à faire. Si en les récompensant quand ils font les bonnes choses et si en les sanctionnant quand ils font les mauvaises. Maintenant, l'échelle de la récompense et de la sanction va forcément dépendre de votre contexte. Un huitième conseil que j'aimerais vous donner, que j'ai déjà un peu mâché précédemment, c'est de faire enregistrer tous vos appels de prospection. Donc, je ne compte plus le nombre de fois où on a un rendez-vous, un des gens qui souhaite externaliser sa prospection, qui a peut-être déjà travaillé avec une agence de prospection avant ou avec un freelance et qui disait que en fait parfois la personne, là j'ai eu le cas notamment dans la communication, parfois la personne nous dit que le prospect il a tel besoin, il a tel sujet, il a telle envie, alors qu'en fait quand on va dans le rendez-vous avec la personne on se rend compte que c'est absolument pas ça. Et ça vient pas uniquement d'une forme de mauvaise foi, mais c'est parfois parce que le métier de la prospection, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'adrénaline, il y a beaucoup d'émotionnel. Et en fait, vous n'êtes pas, quand vous faites des appels de prospection, vous n'êtes pas rationnel. Il y a le stress de la personne qui va répondre, il y a la peur de l'inconnu, il y a la pression des résultats. Et en fait, vous devez objectiver entre guillemets l'information en faisant enregistrer donc tous les appels qui sont faits. Ça va vous permettre de former vos SDR, ça va vous permettre de comprendre votre marché sur les objections, sur les besoins, sur les concurrents qui pop quand on parle de votre service. Et en fait, il n'y a que du positif quand vous avez les recordings de vos appels de prospection. Le neuvième conseil, c'est de poser des questions de découverte. Il y a deux grands courants quand on fait des appels de prospection.
Il va y avoir les personnes qui se disent en fait mon métier c'est de prendre des rendez-vous, je vais pas perdre mon temps, je vais pas me mettre à poser plein de questions aux prospects, j'arrive, voilà ce qu'on fait, on veut te rencontrer, t'es chaud pour me rencontrer, très bien, je cale le rendez-vous, je ferme l'appel et je passe au suivant. Donc vous allez avoir comme ça des appels qui vont durer 2 minutes, 2 minutes 30, 1 minute 20, allez 3 minutes, mais c'est des appels qui sont très courts. Ça c'est une façon de prendre des rendez-vous, mais si vous êtes en B2B, vous ciblez, soit vous êtes sur la vente complexe ou sur la vente d'une solution qui nécessite un minimum de qualification, de compréhension, de découverte, en fait il faut que vos commerciaux posent des questions, peut-être 2 ou 3 questions de découverte, de pré-découverte, pour vous permettre de vous faciliter le travail. Également pour investir le prospect dans un circuit de réflexion et de prise de décision avant même d'arriver sur l'appel de closing. Donc ça c'est très important. Et dans la majorité des cas, c'est pas forcément fait, et pourtant ça va beaucoup vous aider à pouvoir signer plus de deals. Maintenant, on va voir un enchaînement entre 10, 11, 12, le conseil 10, 11 et 12 qui va porter justement sur les types de questions que vous pouvez poser sur des appels de prospection. Donc déjà au niveau de la question 10, enfin au niveau du conseil 10, c'est de poser des questions pour comprendre la situation actuelle du prospect. Exemple, je vais donner notre exemple typiquement, nous on propose un service de prospection externalisé. En fait, quand on prospecte pour nos services, il faut qu'on arrive à comprendre dès ce premier appel de prospection, est-ce que cette boîte-là fait de la prospection? Oui, non. S'ils font de la prospection, qui s'en occupe? C'est fait sur quel canal? Téléphonique, email, LinkedIn. Et s'ils font du téléphone, ils font à peu près combien de volume d'appels par session? En fait, ces informations vont permettre de voir déjà est-ce qu'on prend le rendez-vous ou pas. Parce que si la personne nous dit qu'elle fait déjà de la prospection, c'est de la prospection téléphonique et qu'il faut un minimum de 100 appels par session, il n'y a pas grand intérêt à nous rencontrer parce qu'en fait, on ne sera pas compétitif par rapport aux dispositifs qu'ils ont déjà en place chez eux en interne. Par contre, si la personne nous dit qu'ils font de la prospection de temps en temps, que le phoning ils en font pas énormément parce qu'ils sont pas à l'aise, ils n'aiment pas faire ça, ils n'ont pas le temps pour faire ça. Parfois, ils mettent en place des automatisations sur LinkedIn et par email pour aller chercher un peu comme ça des prospects, mais les retombées sont assez mitigées. Là, on est vraiment sur un cas où on peut être très pertinent. Donc, vous devez inclure une question ou 2 questions pour comprendre la situation actuelle du prospect par rapport aux produits ou aux services que vous proposez. Maintenant, le 11e conseil, c'est d'identifier la situation désirée de la personne. Ça, on ne parvient pas forcément à le faire tout le temps sur tous les clients parce que ça va vraiment dépendre du service que vous avez. Mais là, si je suis encore une fois sur le service de prospection externalisé, typiquement, une des questions qu'on va chercher à déterminer, c'est est-ce que la personne a une idée du nombre de rendez-vous idéal qu'il lui faudrait avoir par semaine ou par mois pour atteindre ou dépasser ses objectifs de croissance. Typiquement, il y a des personnes qui vont vous dire « Ah ben moi, je sais qu'il nous faut un minimum de 5 rendez-vous par semaine ou un minimum de 32 rendez-vous par mois pour s'assurer qu'on a le bon rythme, la bonne cadence pour atteindre nos objectifs à la fin de l'année ou à la fin du trimestre. » Et à partir de là, on peut essayer d'aller identifier qu'est-ce qu'ils font actuellement par rapport à ça, ou même lors de l'appel de vente, on sait qu'on va concentrer la proposition sur le fait de leur proposer un accompagnement qui va leur permettre d'atteindre un volume donné en nombre de rendez-vous. Et donc c'est important comme ça d'essayer d'identifier la situation désirée par le prospect. Ça serait quoi son idéal ou l'objectif que la personne cherche à atteindre dans son pôle dans les 3, 6, 12 prochains mois à venir. Ça peut être, on a eu le cas pour une boîte qui permet à des industriels de réduire le nombre de non-conformités qu'ils ont dans leur circuit. Et en fait, les questions qu'on pouvait poser à des directeurs qualité, donc dans des boîtes industrielles, c'était notamment identifier le volume actuel de non-conformité, combien de pertes ça représente au niveau du CA, est-ce qu'ils ont à peu près des objectifs à atteindre en matière de non-conformité entre guillemets idéale, et à partir de là, donc, on sait que lors de l'appel, la visio, le closing pouvait être fait de manière beaucoup plus précise parce que du coup, on a un objectif précis à aller chercher. Le 12e conseil, déjà pour reprendre ce qu'on a vu là, on a vu qu'il fallait poser des questions pour comprendre la situation actuelle du prospect. Si possible, poser également des questions pour comprendre la situation désirée, les objectifs du prospect. Et encore une fois, si possible pour vous, pour votre marché, pour votre solution, comprendre le gap qu'il y a entre la situation de la personne et ce qu'elle aimerait avoir comme résultat. Je reprends encore une fois pour nos services. Donc typiquement, situation actuelle, ils ne font pas vraiment de prospection. Ils sont très dépendants de un ou de 2 gros clients, grands comptes qui commandent beaucoup, mais en fait sinon, voilà, ça crée de la dépendance. Ils n'ont pas forcément de visibilité sur la partie commerciale. Et la situation désirée du dirigeant, en fait, ça serait de dérisquer un peu son business. Parce qu'en fait, il sait qu'à tout moment, le client peut baisser sa commande ou arrêter la collaboration et que ça peut mettre en péril toute sa boîte. Et le gap entre les deux, en fait, c'est qu'est-ce qui fait que en fait,
il n'a pas cette situation-là aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas d'action commerciale continue, il n'a pas le temps lui-même de prospecter, il n'a pas de commercial en interne pour prospecter. Et en fait, c'est important d'aller demander aux gens, ok, mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas atteint déjà cette situation au moment où on se parle aujourd'hui? En fait, la personne va vous révéler, entre guillemets, tout ce qui fait qu'en fait, il ne parvient pas à faire ça de lui-même et qui va rendre pertinent l'intervention d'un partenaire externe, d'une solution, d'une personne, d'un cabinet ou que sais-je, pour pouvoir l'aider à atteindre cet objectif qu'il veut atteindre mais qu'il ne parvient pas à réaliser avec ses ressources et ses moyens actuels. Le 13e conseil que j'aimerais vous donner, c'est au niveau du délai à partir duquel, enfin en tout cas du calendrier de prise de rendez-vous. Demandez à vos commerciaux de caler les rendez-vous le lendemain après les avoir pris ou dans 72 heures. Et quand la personne ne peut pas, de mettre le rendez-vous la semaine prochaine. Mais passez 2 semaines, évitez de prendre des rendez-vous parce que vous allez avoir des no-shows qui vont être très élevés. En fait, j'ai fait une vidéo hier justement sur ce sujet, donc les no-shows. Plus vous calez les rendez-vous loin dans le temps et moins les gens vont se rappeler du pourquoi ils vous ont dit oui. Et vous allez avoir en fait un taux de no-show qui va exploser ou être très important. Donc essayez de caler les rendez-vous. Ok, j'appelle aujourd'hui. Mon objectif, c'est de caler des rendez-vous pour demain. Ou si demain, de notre côté, on n'a pas de dispo, du côté du prospect, il n'y a pas de dispo, en fait, c'est de caler sous 72 heures. Et si ça ne marche pas, en fait, c'est de caler la semaine prochaine. Si on met un délai de plus de 10 jours, de plus de 14 jours pour caler le rendez-vous, il y a un risque de no-show qui est trop important. Donc les no-shows, c'est les personnes qui ne viennent pas au rendez-vous, même après avoir dit oui. Donc on veut éviter ça, donc on va essayer de caler les rendez-vous sur le laps de temps, sur le timing le plus court possible. Un 14e conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'avoir d'un côté donc un agenda pour caler les rendez-vous visio, physique avec les prospects, mais d'avoir également demandé à vos commerciaux d'avoir un agenda pour les rappels. En fait, quand on passe des appels, on va avoir des personnes qui vont dire oui pour tout de suite et d'autres qui vont demander à ce qu'on les rappelle peut-être dans 6 mois. Parce que actuellement, c'est pas forcément la bonne période. J'ai eu le cas, c'était vraiment une très belle surprise en fin d'année dernière. Il y avait une boîte qui m'avait prospecté 9 mois ou 11 mois auparavant. Et en fait, la personne, elle proposait en fait un service où on pouvait aller chercher des articles dans des gros médias, je sais pas moi, le Figaro, Forbes et autres. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue SEO inbound parce qu'en fait, déjà, vous allez avoir une figure d'autorité sur le web qui va parler de vous. Donc Google ou les moteurs IA vont voir en fait que il y a une figure de référence qui parle de vous. Et en fait, vous allez aussi pouvoir placer un lien vers ce site internet, vers votre site. Et potentiellement, si c'est un site qui a d'autorité, en fait, d'un point de vue SEO, c'est extrêmement positif parce que ça va vous permettre de gagner comme ça un peu de place et de passer peut-être sur certains de vos concurrents. Donc, elle m'avait proposé ça. Ça semble pertinent, ça semble intéressant, mais c'était pas la bonne période parce que je sais qu'on allait à un moment donné lancer des actions de ce qu'on appelle les backlinks et notamment des actions de presse. Mais en fait, elle avait juste 1 an d'avance sur ce sujet et je lui ai demandé en fait de nous rappeler donc dans 1 an. Bon, je lui ai dit ça, je ne sais pas si elle allait le faire. Elle m'a vraiment rappelé 1 an après en me disant exactement ce que je lui avais dit au téléphone. Et en fait, à partir de là, c'est beaucoup plus facile de repositionner un rendez-vous, de faire entrer la personne sur un nouveau cycle de décision. Donc, il faut que vos commerciaux aient un agenda juste uniquement pour les rappels parce qu'en fait, s'ils notent ça peut-être sur un bloc papier ou de manière désordonnée, les informations vont se perdre. L'avantage de l'agenda, c'est qu'en fait, ils vont recevoir des notifications. Je pense notamment à un agenda Outlook ou Google Calendar. En fait, à l'approche de l'événement, vous allez recevoir une information comme quoi rappelez Madame Guillot, société Canon à date de temps. Et en fait, la personne, elle aura mis en commentaire ce qu'on lui a dit. En fait, comme ça va vous permettre d'aller chercher plus d'opportunités et d'arriver au bon moment. Et souvent, là, vous allez arriver au moment où le closing va être plus efficace. 15e conseil, quand les prospects vous demandent d'envoyer des emails, faites-le. Mais vous ne devez pas le faire non plus à la main à chaque fois un email personnalisé pour tous les prospects parce que vous allez avoir des personnes qui demandent un email pour se débarrasser de vous, des personnes qui demandent un email parce qu'en fait elles ont besoin d'avoir plus d'informations ou elles ne sont pas disponibles et des personnes qui demandent un email parce qu'en fait elles veulent vraiment étudier ce que vous faites avant de se positionner. Et en fait ces 3 cas de figure existent mais souvent chez les téléprospecteurs on peut penser que toutes les personnes qui demandent à recevoir des emails c'est juste pour se débarrasser de nous. Mais nous, on a eu plein de cas, plein de marchés différents. En fait, on a envoyé l'email et ensuite après, la personne elle a pris rendez-vous d'elle-même. Ou bien on a envoyé l'email, la personne n'a pas eu le temps de regarder. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la semaine suivante ou 2 semaines après, on rappelle cette personne en lui disant voilà, bonjour Madame Thomas, on avait échangé le mois dernier ou on avait échangé il y a 2 semaines par rapport à ça. Je vous avais envoyé des éléments par email. Est-ce que vous avez eu le temps de consulter? Ah non, j'ai pas eu le temps de consulter, c'est un peu le rush en ce moment. Pas de problème, c'est justement pour ça que je me suis dit que j'allais vous rappeler parce qu'on est tous saturés sur nos boîtes mail, tout le monde n'a pas le temps et je pense que ça sera beaucoup plus facile pour vous si on se prend un rendez-vous de 10 minutes ou de 15 minutes par visio. Comme ça, on va vous présenter ce qu'on fait, ça sera plus personnalisé et ça vous évitera donc d'aller lire quelque chose de trop long dans vos emails, essayer un peu de comprendre et de raccrocher ça à ce que vous faites. Est-ce que ça vous convient si on procède comme ça?
Et à partir de là, vous avez la possibilité donc de rebooker le rendez-vous avec ce prospect, mais parce que vous avez d'abord commencé par envoyer ce fameux email. Le 16e conseil s'adosse un peu au précédent, c'est de développer donc des emails templates pour la transmission des personnes qui demandent à recevoir des éléments par mail. Donc nous par exemple sur HubSpot, on va avoir des modèles de messages, c'est comme ça que HubSpot appelle ça. C'est par exemple bonjour, prénom, merci pour notre discussion de cet après-midi. Comme convenu, je vous fais un email avec nos modalités. Voilà, nous on fait ça comme ça pour tel type de boîte. Exemple use case 1, exemple use case 2, exemple. N'hésitez pas à consulter cette documentation pour voir dans les détails ce qu'on fait. De mon côté, je me note de vous rappeler la semaine prochaine pour voir si on peut se programmer un échange. Et si jamais vous souhaitez prendre un rendez-vous avant ça, en fait, voilà le lien pour booker un rendez-vous directement. Donc voilà, en fait, il faut que vous facilitiez le travail au maximum parce que vous aurez quand même des gens qui demandent à recevoir des emails pour se débarrasser de vous. Et s'il faut que vous fassiez tout le temps un email à la main, vous n'allez pas le faire, ou vous allez le faire quelques fois et d'autres fois vous n'allez pas le faire. Et en fait, il faut que ça soit systématique. Et avec un template, ça prend 10 secondes pour envoyer un email à la demande du prospect. Maintenant, pour terminer, un 17e conseil, un bonus, si jamais vous êtes fondateur de boîte ou gérant de structure, le mieux souvent c'est de déléguer votre prospection. Parce qu'en fait, vous allez essayer de faire vous-même parce que, voilà, je sais pas moi, vous allez tenter de faire vous-même votre prospection. Mais en fait, vous n'allez pas avoir le temps, c'est pas votre métier, c'est pas facile de prospecter non plus pour son offre. Et en fait, votre objectif, c'est de mettre en place un système qui arrive à vous générer des clients de manière scalable et répétitive, mais pas que ce soit vous tout le temps qui doit en fait aller faire l'action commerciale pour générer l'opportunité. Donc souvent, pour les fondateurs, c'est beaucoup plus simple de déléguer la prospection. Donc vous pouvez déléguer, vous pouvez déjà prendre un rendez-vous avec nous. Vous pouvez également déléguer en tentant de recruter une personne. Recruter parce que vous-même, vous savez déjà faire de la prospection, parce que sinon, il y a des chances pour que ça ne se passe pas bien, parce que vous déléguez quelque chose à une recrue que vous ne maîtrisez pas vous-même déjà en interne. Donc le mieux, c'est de commencer dans ce genre de circonstances, c'est de commencer avec un expert en externe, donc qui va vous apporter son savoir-faire et des résultats. Et en fait, vous allez payer pour une exécution et une stratégie, mais vous allez aussi obtenir indirectement de la formation et peut-être après, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, l'internaliser quand vous aurez déjà vu globalement comment fonctionne ce sujet. Donc voilà pour cette vidéo, vous avez eu donc 16 conseils, 16 techniques plus un bonus pour booster vos appels de prospection. C'était Fahim Hassani, donc CEO de l'agence de prospection Monsieur Lead. Et si jamais vous souhaitez déléguer vos appels de prospection, parce qu'encore une fois, vous n'aimez pas le faire, vous n'avez pas le temps pour le faire, mais par contre, vous voulez que ce soit bien fait, vous voulez que votre image de marque et que vos prospects soient respectés, vous voulez que les appels soient faits en France par des personnes qui n'ont pas d'accent, qui maîtrisent leur sujet, qui comprennent votre solution ou votre service, nous c'est ce qu'on fait, on fait que de la qualité. Donc prenez rendez-vous avec nous, on sera un plaisir donc de vous montrer comment on travaille et comment on peut concrètement aller vous générer des opportunités. Merci.